Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Retour dans quelques instants sur la visite, le travail d'inspection du président de la République dans la wilaya de Béchar. Inauguration, inspection de nombreux projets de développement qui viennent répondre aux besoins réels des habitants de la région. Chargé par le président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères est à Rome pour représenter l'Algérie aux funérailles du pape François. Une participation qui témoigne des liens d'amitié solides qui unissent l'Algérie et le Vatican. Le ministre de la Communication a présidé aujourd'hui à Ouargla l'ouverture de la rencontre régionale des journalistes et professionnels des médias dans le but de les accompagner vers plus de professionnalisme dans leur travail. Dans les territoires d'outre-mer français, la colère monte. Les mouvements indépendantistes dénoncent une tentative d'étouffer leurs aspirations face au refus de bénéficier de leur droit à l'autodétermination. Sur la côte ouest du pays, près de Intimouchent, un complexe de thalassothérapie séduit de plus en plus de patients en quête de bien-être. Tout est pensé pour faire de cette destination une référence en la matière. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Nous revenons ce soir sur les nombreux projets de développement inaugurés et inspectés par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de sa visite de travail dans la wilaya de Béchar. Des projets qui touchent à plusieurs secteurs essentiels et qui viennent répondre aux besoins réels des habitants de la région. Un véritable élan de modernisation accueilli avec beaucoup de satisfaction par la population locale. Très heureuse de voir de sa région bénéficier de tels investissements. Yasmine Messaoudi. La visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à Béchar, témoigne encore une fois de tout l'intérêt accordé par les plus hautes autorités du pays au Grand Sud algérien. Considéré comme centre névralgique de l'Algérie, mais également clé du renouveau économique escompté, nourri par une conscience populaire à la hauteur de l'importance des projets stratégiques d'envergure, inspectés, inaugurés et lancés afin de promouvoir le développement intégré de toute une région. Si pour certains pays le parcours des 1000 miles commence par un pas, l'Algérie a entamé son parcours par un tronçon de pas moins de 100 km de réseau de chemin de fer reliant Abadla à Béchar. Un réseau appelé à dépasser les 6000 km, des infrastructures de base suivies de près par le président de la République qui s'est rendu sur place pour constater l'avancement des travaux. Le réseau de chemin de fer en question n'est en réalité qu'une partie d'un ambitieux projet économique visant à relier les différentes régions du pays pour booster le développement local en partant de Garage Billet, un des plus grands gisements de fer dans le monde, en passant par Tindouf avant d'arriver à Béchar. Un ambitieux projet avec une portée nationale certaine basée sur une clairvoyance et une vision économique prospective. D'où l'importance du complexe de production de concentrés et de boulettes de fer, dont la première pierre a été déposée par le président de la République au niveau de la zone industrielle de Toumiet. Un des projets que les plus hautes autorités sont décidées à concrétiser sur le terrain pour améliorer le cadre de vie des citoyens par le biais d'une vision stratégique visant à préserver les nappes phréatiques tout en assurant un approvisionnement régulier des habitants en eau potable et mettant fin au spectre de la sécheresse grâce au projet de transfert des eaux du champ de captage de Qatarani à Béchar, qui constitue un des plus importants projets visant à assurer la sécurité hydrique. Des projets appelés à voir le jour grâce à la volonté qui a toujours animé les jeunes de la région, qui bénéficieront d'un complexe sportif, le premier du genre dans le sud algérien, et qui répond aux attentes d'une jeunesse porteuse de l'étendard national sur la scène sportive nationale et internationale. La fin d'une visite certes, mais qui marque le début de la concrétisation d'une multitude de projets économiques d'une portée nationale, enracinés dans le Grand Sud algérien. Et pour revenir plus largement sur cette visite du président de la République sur les nombreux projets lancés à Béchar, nous vous proposons ce soir une émission spéciale, un rendez-vous pour retracer les temps forts de cette visite après le journal télévisé de 20 h.
Chargé par le président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger, des Affaires africaines, Ahmed Attaf, est arrivé aujourd'hui dans la capitale italienne à Rome pour représenter l'Algérie aux funérailles du pape François sur la place Saint-Pierre. La participation du ministre d'État à ces funérailles, aux côtés de plusieurs dirigeants et représentants d'États du monde, témoigne des liens d'amitié solides qui unissent l'Algérie et le Vatican. En marge de la cérémonie de funéraire, Ahmed Attaf a tenu des rencontres avec plusieurs dirigeants, représentants de pays, ainsi qu'avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, a présidé aujourd'hui à Ouargla l'ouverture de la rencontre régionale regroupant des journalistes et professionnels des médias avec une importante participation. Une rencontre qui renforcera les liens au sein de la famille médiatique et qui vise à accompagner les journalistes vers plus de professionnalisme dans leur travail. Lors de son allocution, le ministre a salué les efforts de la télévision publique et mis en avant l'importance du journalisme de proximité et de son implication dans les dossiers nationaux majeurs. Écoutons-le. Un travail remarquable est accompli par la télévision algérienne ainsi que par la radio nationale à travers l'ensemble de ses stations. À cette occasion, je tiens à le dire avec force, nous nous engageons résolument à créer des stations locales qui se consacreront aux besoins du public local dans le cadre de ce que l'on appelle la proximité médiatique. Notre attachement à la nation est profond et cela se reflète également à travers notre pratique médiatique. Nous disposons d'une édition nationale essentielle pour transmettre les grandes orientations de l'État tout en développant en parallèle les médias de proximité afin de renforcer le lien direct avec les citoyens dans toutes les régions du pays. Alger a accueilli ce samedi au Centre international des conférences la conférence nationale sur l'évaluation de la transformation numérique dans le secteur de l'éducation. Un événement qui a mis en lumière plusieurs points essentiels, notamment l'évaluation complète et précise de l'état de la numérisation dans le secteur, le renforcement de la culture numérique ainsi que la conception et le développement d'une nouvelle version du système d'information du secteur qui répondra aux exigences de la transformation numérique en Algérie. Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux, en présence de membres du gouvernement et de représentants d'instances officielles, le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Zghir Saadawi, a affirmé que la numérisation n'est pas uniquement un choix technique, mais une responsabilité sociale collective et un processus stratégique qui met à contribution toutes les compétences algériennes. À l'approche de Eid al-Adha, l'Algérie multiplie les opérations pour garantir un mouton à chaque famille. Rien qu'aujourd'hui, 13 000 têtes ovines en provenance d'Espagne ont accosté au port d'Oran sous le regard vigilant des autorités sanitaires. Une mobilisation qui, pour renforcer l'offre nationale et répondre ainsi à la forte demande au niveau de toutes les wilayas du pays. Amira Sefta. À quelques semaines de Eid al-Adha, la promesse d'un mouton pour chaque famille semble plus que jamais tenue. Un navire chargé de 13 000 moutons en provenance d'Espagne a accosté au niveau du port d'Oran. Cette opération constitue une première cargaison, qui est une opération anticipée. Le prochain navire attendu au port d'Oran aura à son bord environ 31 000 têtes ovines. Cette cargaison sera contrôlée et acheminée vers les zones de quarantaine d'une durée de 5 jours. À la fin du mois, ces moutons seront ensuite répartis à travers les wilayas d'Oran et les wilayas limitrophes. Inspecteurs vétérinaires ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de l'opération. Protocole sanitaire rigoureux, chaque étape de déchargement est minutieusement encadrée afin de garantir la bonne santé des ovins destinés à renforcer l'offre nationale. Nous avons reçu 13 000 têtes ovines, comme vous pouvez le voir. Après avoir inspecté et vérifié les documents sanitaires, les services vétérinaires sont montés à bord du navire pour examiner les animaux. Grâce à Dieu, les moutons sont en bonne santé.
Nous avons finalisé toutes les procédures pour accueillir cette cargaison. De plus, nous avons achevé l'ensemble des procédures administratives, douanières, de contrôle ainsi que les formalités vétérinaires au niveau de la douane, et ce, dans les délais impartis. Il s'agit là du 4e navire accueilli en quelques jours, après l'arrivée des 3 autres cargos en provenance de Roumanie au port d'Alger. Une mobilisation exceptionnelle pour permettre à chaque famille de trouver son mouton à l'approche d'Eid al-Adha. Nous vous en parlions en titre, la colère gronde dans les territoires d'outre-mer français. Des voix s'élèvent contre ce qu'elle dénonce comme un vieux réflexe colonial. Pour ses habitants, la fin de la colonisation promise depuis des décennies reste une promesse toujours non tenue. Les mouvements indépendantistes appellent à l'autodétermination et dénoncent une tentative d'étouffer leurs aspirations les plus légitimes. Raouf Hamouche. Liberté! Liberté! Derrière les discours officiels sur l'égalité et la démocratie, une réalité plus sombre persiste. Celle d'un pouvoir autoritaire et colonial qui refuse de céder. Voilà. J'en suis engagé. En Nouvelle-Calédonie comme ailleurs, dans les territoires d'outre-mer, Paris s'accroche, refusant au peuple le droit fondamental à l'indépendance. Objectif affiché par l'État, rétablir l'ordre républicain. La colonisation est un crime contre l'humanité et de barbarie, disait le président Emmanuel Macron en 2017 en Algérie. Cette phrase a été accueillie avec beaucoup d'espoir par le peuple colonisé de la Nouvelle-Calédonie, juste avant la dernière étape de l'accord de Nouméa. Mais nos espoirs ont été progressivement anéantis à mesure que ce gouvernement français a méthodiquement piétiné l'accord de Nouméa, comme en forçant le maintien du 3e référendum en 2021 que nous, le peuple kanak, avions été contraints de ne pas participer afin de pouvoir pleurer nos morts de la pandémie de la Covid-19. Mais sur le terrain, les matraques remplacent le dialogue. Dernier épisode en date, l'arrestation musclée de Christian Théin, leader kanak et figure majeure du combat pour l'indépendance. Face à l'impasse, les Kanaks font appel à la communauté internationale via le Bakou Initiative Group, dans l'espoir d'obtenir le soutien tant promis depuis des décennies. Le gouvernement français a maintenu sa ligne de conduite. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'impasse annoncée. Officiellement 8 morts dans 6 Kanaks. Un territoire volontairement coupé du reste du monde. Fermeture de l'aéroport, empêchant le président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et la représentante du FLNKS à l'ONU d'être présents aujourd'hui devant vous. Déclaration de l'état d'urgence. Intervention directe de l'armée pour mater les revendications légitimes des Kanaks, peuple premier en Nouvelle-Calédonie. Répression uniquement dirigée contre les Kanaks. Interruption du réseau TikTok. Vous voyez là, vous voyez tout ce qu'il y a là, vous entendez? Et tous ces jeunes-là, ils sont prêts pour leur pays. On ne peut pas nous enlever ça. On ne peut pas. On a trop vu. Tout ce que vous voyez là, tous les gens, ce sont déjà des survivants. Pendant ce temps, Paris dénonce un complot étranger, délégitimant encore une fois la simple volonté d'un peuple de vivre libre. Aujourd'hui, après des décennies de lutte, après des décennies de promesses, l'État français, dirigé aujourd'hui par le président Macron et son gouvernement, cet État met tout en œuvre pour une recolonisation de la Nouvelle-Calédonie, avec la volonté de dégeler le corps électoral. Des décisions ont été prises dans ce sens et ces décisions sont inacceptables. Parce que seul le peuple colonisé peut dire s'il souhaite ou non être décolonisé. Dom-Tom, une appellation qui cache mal une gestion héritée des colonies. La France continue de traiter ces territoires d'outre-mer comme de simples colonies. Référendum truqué, état d'urgence militaire, tout est mis en œuvre pour préserver des terres stratégiques et riches, quitte à écraser la volonté des peuples. Le personnel médical, on laisse passer. Pour autant, on les voit arriver en masse, avec des boucliers, avec des matraques. Ça la riposte du gouvernement français. Alors que le monde avance, la France s'accroche à ses vieux réflexes coloniaux. Kanaks, Martiniquais, Guyanais, Réunionnais, tous dénoncent une colonisation qui pour eux n'a jamais vraiment pris fin.
Les dépouilles de deux martyrs, Nabili Bahri Ben Saad et Boubacar Sadiq Ben Lakhdar, ont été réinhumées aujourd'hui au cimetière des Chouhada de Sougaras à l'occasion du 67e anniversaire de la grande bataille de Sougaras, le 26 avril 1958. La cérémonie de réinhumation s'est déroulée en présence du wali de Sougaras, Abdelkrim Zinaï, de membres de la famille révolutionnaire venus de plusieurs wilayas du pays, de jeunes louveteaux des SMA, les scouts musulmans algériens, de membres du Parlement et de représentants d'associations et d'organisations de la société civile. Et puis après ce journal, nous vous invitons à rester avec nous pour découvrir un documentaire consacré à la bataille de Sougaras, un travail réalisé par Sherif Cholfi qui revient avec détails sur l'un des épisodes marquants de notre lutte pour l'indépendance. Je vous invite à présent à suivre un extrait de l'entretien mené par notre journaliste Smaïl Belkaidia à Batna avec l'historien et chercheur Christophe Lafaille. Un échange consacré à un pan longtemps resté dans l'ombre de notre histoire, à savoir l'utilisation d'armes chimiques par la France coloniale en Algérie. Alors j'ai souhaité revenir à Batna pour plusieurs choses. Déjà, je souhaitais revenir vers l'université de Batna à la suite de la diffusion du documentaire Algérie, section armes spéciales de Claire Billet, pour pouvoir faire une conférence et commencer à partager les premiers résultats de mes travaux sur la guerre chimique en Algérie. Ensuite, j'avais aussi besoin de revenir vers les témoins à Ain Tinibawin pour recueillir des éléments complémentaires pour étayer, encore une fois, les témoignages qui étaient extrêmement forts, qui nous avaient été donnés cet été. Je pense qu'on n'a pas forcément pris conscience avec Claire Billet, Olivier Jobard, de ce qui allait se déclencher par la suite en Algérie. Ce documentaire était important parce qu'il posait pour la première fois la question de l'utilisation des armes chimiques en Algérie, mais pas de n'importe quelle manière, de manière organisée. De manière pensée, et c'est d'ailleurs pour ça que j'emploie le terme de guerre chimique. Et ce travail de recherche n'en est qu'à ses débuts. Le documentaire n'est que, je dirais, une petite porte qui s'ouvre vers un sujet qui est beaucoup plus large, qui ne touche pas simplement les Aurès, mais l'ensemble de l'Algérie, et sur lequel je pense que de nombreuses générations d'historiennes et d'historiens vont encore travailler. Et pourquoi donc venir dans les Aurès? C'est qu'il y a eu effectivement le 22 et 23 mars 1959 une opération dans l'oued Terchiouine qui a donné lieu au gazage de 118, plus même de 118 personnes dans la grotte de Khalouchetou. Et nous souhaitions partir de cette opération, partir du témoignage des Algériens pour permettre de mettre en lumière ce qu'a été la réalité de la guerre chimique. Donc cette opération était exemplaire à plusieurs niveaux et nous a permis, d'une certaine manière, de lancer le sujet. Revenons à présent à Oran qui accueille la 3e édition du Salon africain des affaires avec la participation de plus d'une vingtaine d'opérateurs africains. Un rendez-vous tourné vers l'échange, la coopération et qui met aussi en avant les efforts engagés de l'Algérie pour améliorer le climat d'investissement avec entre autres la mise en place d'une nouvelle loi et d'outils numériques. Yasmine Amri. Renforcer les liens économiques sud-sud et créer de nouvelles opportunités d'investissement entre les opérateurs du continent, tel est l'objectif du Salon africain des affaires SADA, qui a rassemblé de nombreuses personnalités économiques, politiques, ainsi que des délégations venues de plusieurs pays africains. Notre objectif, dans le cadre de tout ce qui s'entreprend actuellement à l'échelle avec les nouvelles directives de Monsieur le Président, qui vise à renforcer, à s'implanter et à assurer cette coopération sud-sud. Président Tebboune, la première chose qu'il m'a dit, c'est vraiment le renforcement de la coopération entre l'Afrique et les pays au sud du Sahara. Et nous, au Sénégal, on a constaté ça. Impressionnés par les progrès de l'Algérie, nous souhaitons coopérer pour soutenir la transformation agricole.
Tout au long du salon, ateliers, conférences et tables rondes ont animé l'événement. Une occasion pour les participants afin de multiplier les échanges et d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration. L'Algérie, c'est une grande puissance économique qui peut faire comme les autres pays, les autres nations qui sont développées. Alors la Guinée aussi, c'est beaucoup plus focalisé sur les mines. Il y aura une interpénétration entre nous et puis les échanges sud-sud vont se faire très très bien. Et depuis un certain temps, l'Algérie est ouverte sur l'Afrique en maritime. Donc ça veut dire qu'on va continuer à faire des grandes choses. Cette première journée du Salon africain des affaires s'achève sur une note d'optimisme marquée par des échanges riches et des perspectives prometteuses pour le développement de la coopération économique entre les pays africains. Et on termine ce journal avec un petit détour par la wilaya de Ain Timouchent, où le tourisme médical prend tout doucement son essor. À Telga, un complexe de thalassothérapie accueille de plus en plus de patients venus chercher remise en forme et bien-être grâce aux bienfaits reconnus de l'eau de mer. Tout est pensé pour faire de cette destination une référence pour celles et ceux qui veulent en tout cas allier santé et détente. Yasmine Amali toujours. Au cœur du complexe de thalassothérapie de Terga, près de Ain Timouchent, les visiteurs affluent pour profiter d'un environnement calme et ressourçant. Le centre accueille aussi bien des personnes en quête de détente que d'autres venus pour se remettre en forme. Dans ce cadre soigné et encadré par des professionnels, la thalassothérapie séduit par la qualité de ses services et l'atmosphère apaisante qui y règne. Un lieu apprécié pour son sérieux, son accueil et la sensation de bien-être qu'il procure à ses curistes. En tant que sportif pratiquant le judo, j'ai souvent souffert de douleurs à l'épaule et au cou. On m'a conseillé de suivre un traitement dans ce centre à Terga, spécialisé dans la thalassothérapie et les soins à base d'eau de mer. Je souffre d'arthrose au dos et aux jambes. C'est la première fois que je viens ici pour me soigner et je ressens déjà un vrai soulagement. L'eau de mer est captée à plus de 2 km au large, à 35 mètres de profondeur. Une ressource précieuse, naturellement riche en minéraux, utilisée au cœur de la thalassothérapie. Dans ce centre, les soins sont destinés aux patients souffrant de douleurs chroniques, articulaires ou musculaires, mais aussi de troubles circulatoires, chauffés puis appliqués sous contrôle médical. L'eau de mer aide à détendre les muscles, relancer la circulation sanguine et améliorer le bien-être général. Tout le monde connaît la thalassothérapie pour ses effets de remise en forme et de bien-être et de relaxation, sauf que chez nous, la particularité, c'est que nous avons un centre médical spécialisé en thalassothérapie. Le patient passe d'abord par une sélection médicale, donc après une consultation, on établit la liste des indications et des contre-indications. Donc là, on établit une fiche thérapeutique et les kinésithérapeutes suivent le programme établi au préalable. Mais pour juste la remise en forme, c'est une remise en forme ouverte au grand public. Après, les soins la rééducation fonctionnelle comme nous, je vous pour la mise en forme et relâchement. Faire la thalassothérapie. C'est-à-dire, nous en émergence. Tellement sans pesanteur, nous les mouvements pour gagner l'amplitude articulaire et assouplir les muscles et les articulations. La stratégie, c'est d'offrir toutes les commodités pour nos concitoyens, pour qu'on participe à leur fixation, pour qu'ils passent leurs vacances ici en Algérie. Et avec bien sûr l'accompagnement de l'administration des banques, on a notre dernière stratégie, c'est le tourisme réceptif. On est sur un projet d'un village écologique. Nous souhaitons compléter notre projet pour qu'il sorte de l'ordinaire. Entre bien-être et soins ciblés, le centre de thalassothérapie de Terga s'impose comme une véritable parenthèse de sérénité. Il accueille aussi bien les amateurs de bien-être que les patients souffrant de douleurs chroniques. Un lieu où santé et sérénité vont de pair. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie.